connaissais, j'avais lu Terling et Vermeil et ça. Moi, je connaissais déjà l'école libre de la Cambre, Van de Velde. Et j'ai donc dit, ce sera la Cambre. Oui, mais ça, mon père n'était pas d'accord. Et à vrai dire, il n'a pas essayé de me mettre à la Cambre, je n'aurais pas été admis de toute façon, parce que j'avais fait l'école primaire et le 4e degré, donc je n'étais pas du tout mûr pour entrer à la Cambre. Donc, il m'a inscrit à Saint-Luc-Scarbeck. Saint-Luc-Scarbeck était francophone à l'époque. C'est une école qui m'a tellement déçu que vraiment j'ai fait ce qu'il fallait, parce que je suis un garçon consciencieux depuis le début. Je faisais ce que je devais faire, mais l'intérêt n'y était absolument pas. J'ai longtemps cherché un emploi. Ce n'est pas que je ne voulais pas d'un emploi, mais là où j'arrivais, je disais non, ça je ne veux pas. C'était moi qui ne voulais pas. Jusqu'au moment où je suis arrivé à la rue des Chevaliers chez Paul Amaury Michel. Et là, je voyais des photos au mur et j'ai dit, c'est ici que je veux être. C'était clair pour moi. Ça m'est arrivé souvent dans ma vie, mais certaines choses étaient claires. C'était comme ça. Alors, Michel m'a interrogé. Bon, je vous écrirai, m'a-t-il dit. J'avais donc reçu une fin de non-recevoir le samedi de Paul Amaury Michel. Et moi, le lundi, je suis retourné chez lui en lui disant « mais je veux travailler ici ». Et il m'a accepté et j'ai travaillé pendant des mois et des mois à l'essai, sans salaire. Paul Amaury Michel n'était pas le premier venu quand même, c'était un moderniste. Et il était souvent parti, je me laissais le bureau sur le dos. J'ai fait la connaissance dans son bureau de Henri Van de Velde est venu, il était appuyé à ma table à dessin. Un poste est venu d'autres, puis il y avait des jeunes de la Cambre qui sont venus. Et un beau jour, Roger Thirion m'a dit « mais j'aimerais bien faire quelque chose, un projet avec toi, ensemble ». Et moi, il me disait, par exemple, faire le projet d'une ferme stabilisée. Moi, ça ne me disait rien du tout. Il dit « mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une revue d'architecture? Il n'y a que bâtir, et bâtir, on n'était pas tellement content de cela à l'époque. » Et il a dit oui. Et il s'est mis en branle et on a eu Paul Amaury Michel avec nous, évidemment, tous les profs de la Cambre, et on a fait architecture 52, avec comme couverture une composition de Monique de Koning. Enfin, et moi j'écrivais. C'était, je crois, 56, que je suis tombé sur une maison de Jacques Dupuis. Et là, c'était le rayon de lumière, de nouveau, cette espèce de conscience. Tiens, c'est ça.
jusqu'à ce moment-là, je croyais qu'il n'y avait rien à faire. Bon, le fonctionnalisme, faire exactement ce qu'il faut, rien de plus, la pauvreté, etc. Mais pour moi, ce n'était pas de la culture, ce n'était pas de l'art, c'était ce qu'il fallait et rien d'autre. Et avenue Sumatra, je vois cette maison, et en se promenant, et alors une chose que je n'avais jamais faite, après je n'ai jamais fait non plus, j'ai écrit à Dupuis en disant, comme ça, il m'a convoqué dans un bistrot porte de Namur, et il m'a engagé en premier lieu pour une maison à Braine-le-Château qui en réalité s'est exécutée, mais je crois 7 ou 8 ans après. Et alors pour les choses qu'il avait à faire à l'exposition 58. Entre-temps, chez Michel, je travaillais aussi pour l'exposition 58. À savoir le Palais des Nations. Et c'est moi qui dessinais, hein, parce que Michel ne mettait plus un crayon sur le papier, tout à fait. Et en même temps, comme j'étais en relation avec le département de la littérature, Karl Jonker m'a fait faire la section littérature néerlandophone à l'exposition. Donc j'avais vraiment les mains pleines en 58 quand Jacques Dupuis m'a fait donc faire toute la galerie qui précède l'habillement du hall numéro 5 avec l'oiseau, vous vous rappelez ça peut-être. J'ai aussi fait alors le pavillon du logement. J'ai eu de la chance parce que tout ça, ça s'est fait presque à mon insu. J'écrivais évidemment, comme j'ai dit déjà, mais est arrivé 68 et le sacrifice de Jan Palach, qui donc s'est donné la mort. Et j'ai là fait un grand livre qui pour moi est très important, et à 100 pages. Enfin, et j'ai d'ailleurs recommencé à deux reprises tout le livre, mais c'est seulement la première version qui a été publiée. Et puis je suis tombé sur un garçon avec qui je pouvais parler littérature. Il s'appelait Ernest. Et il était un peu, enfin, comme sorti d'une pièce de Cocteau. Je le voyais comme ça. Et j'étais habitué à lire du Dostoïevski, enfin, les grands noms de l'époque. Mais lui, il m'a fourré dans les mains en disant que c'était de la littérature défendue, effectivement, Arthur Rimbaud et André Gide. Mais pas André Gide de la porte étroite, mais Nourriture terrestre. Et là, ça j'ai lu en cachette. Je me souviens bien que j'ai lu ça en cachette. Mais ça m'a beaucoup influencé. Et d'ailleurs, mon ami Jan Walravens était très impressionné aussi.
et nous nous sommes mis à lire alors toute la littérature française dans nos premières années est passée. Enfin, on a connu Bernanos, Duhamel, enfin bref, toute la littérature de l'époque. Les choses se chevauchent, évidemment. Ce que je n'ai pas encore laissé tomber, le nom de Sartre. C'est évidemment important pour moi. Et Gide est important pour Sartre. Hein. Évidemment, j'ai lu tout ça et j'ai lu aussi le gros livre de Bernard-Henri Lévy sur le siècle de Sartre. J'ai tout ça dans la tête. Jusqu'au jour où j'ai eu Éluard sous les yeux. Éluard et la poésie ininterrompue. Et là, c'était l'éclair. J'ai donc commencé à biffer dans mes sonnets et compagnie tout ce qu'il me semblait de trop. Et j'ai gardé, plus ou moins, mais parallèlement à ça, j'ai commencé à écrire, pour ainsi dire, nulle part, pour aller vers nulle part. C'était des longs poèmes, 3-4 pages. Hein. Et ça, j'ai fait pendant tout un temps. Je ne me suis pas tenu à ça, parce qu'il y a eu Sartre d'ailleurs, qui parlait poésie et surtout qui s'opposait à cette poésie qui, justement, fond dans la bouche. Et je trouvais ça très très juste. La poésie ne doit pas être de la chair, ça doit être quelque chose qui est dans la tête. La poésie ne doit pas être quelque chose d'intraduisible, et je me rends très bien compte de la sémantique, aussi bien pour le français que pour le néerlandais que pour l'allemand, je le sens très bien.